Deuxième partie de Smartech, sont restés avec moi en plateau Laurent Daudet, directeur général, cofondateur de LightOn, Marie-Christine Levet, fondatrice d'Edu Capital, et Yann Lechel, entrepreneur de la tech, PDG de Sens Digital. C'est le moment de notre interview avec Stanislas Verjus, fondateur de Traverse, membre fondateur de la communauté NoCode France. J'ai promis que vous alliez nous faire découvrir la NoCode Ville. Je vais essayer. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc vous administrez une ville dans un univers 100% virtuel. C'est ça. Pourquoi ? En fait, l'idée, c'était, on avait des entreprises de l'écosystème de la NoCode France, qui est la communauté, qui utilisaient déjà un outil qui s'appelait Gazer, qui permet de créer des environnements virtuels. Et un soir, à un dîner avec des amis, on s'est dit que ce serait intéressant de regrouper 8 entreprises au sein d'un même endroit. D'accord. Ce serait la NoCode Ville. Et de tous les jours, pouvoir venir discuter avec les gens, échanger, discuter, et vraiment se retrouver sur une seule carte en 2D. Donc c'est un métavers qui ressemble un peu à... Pas forcément comparer à Minecraft, parce que c'est du 3D, mais c'est un aspect un peu jeu en 8 bits, un peu 2D Pokémon à l'époque. Et le but, c'était vraiment de se retrouver là-dedans pour pouvoir discuter, échanger. Qu'est-ce qu'on fait dans la NoCode Ville ? À quoi elle ressemble ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors, elle ressemble à quoi ? Elle ressemble à vous avez un petit parc au milieu, il y a des petites routes, il y a un espace de coworking, il y a un café, il y a des entreprises qui ont des bureaux. Donc les gens l'utilisent pour travailler. C'est ce qu'on peut appeler un métavers de productivité, un monde virtuel en 2D. Donc les gens s'y connectent pendant qu'ils travaillent, ils s'y retrouvent, ils peuvent travailler et faire ce qu'ils veulent, et s'ils veulent discuter... On a des images. On a quelques petites images de bureaux. Ouais. Ils peuvent venir se déplacer avec des petits avatars, et ensuite venir discuter et échanger. Et en fait, c'est vraiment un outil qu'on va utiliser pour les entreprises dans le no-code qui travaillent beaucoup en remote, donc à distance. Mais alors, en quoi ça différencie d'une réunion en visio à plusieurs Alors, c'est une bonne question. En fait, ça permet, avec le format aujourd'hui qu'on a fait de NoCode Ville, les entreprises ne discutaient pas forcément ensemble et il n'y avait pas forcément d'échange parce qu'on n'était pas la même entreprise, on n'avait pas tous des Slack ou des choses comme ça. Donc ça permet de créer du lien, d'avoir des discussions beaucoup plus simples et surtout, on passe pas sa journée en réunion en visio. Alors que là, dans NoCode Ville, on va passer sa journée à être connecté, à pouvoir se déplacer, échanger avec les personnes. Donc ça vient vraiment, quand on travaille à distance et en remote, remplacer un peu ces petits échanges qu'on peut avoir à la machine à café, ces discussions un peu qu'on peut avoir sur le moment, aller discuter ou aller taper sur l'épaule de son voisin de bureau pour aller discuter. Mais on peut jouer aussi, on peut bâtir des choses comme dans Minecraft. Alors on peut jouer. S'il y a des courses de cartes qu'on peut faire, c'est très chouette. On a un petit kart et le but c'est de finir le circuit, un peu à la Mario Kart. C'est l'équivalent du baby-foot à la cafette en fait. C'est un peu ça, ouais. C'est un peu l'équivalent du baby-foot et de la table de ping-pong. Et on peut construire, après on peut designer son bureau. Et donc après, chaque personne peut avoir la main pour venir designer un peu son espace et venir un peu implémenter des arbres, je sais pas, un peu designer vraiment son bureau comme il le souhaite en fonction de ses envies. Alors, quand vous m'avez parlé de ce projet, ça m'intéressait parce que c'est aussi autour de la communauté NoCode. Totalement. Elle en est où, cette communauté ? Est-ce qu'elle grandit ? On nous a promis aussi là, monts et merveilles autour du NoCode. C'est pas un peu chahuté avec ce qui se passe justement du côté des IA génératives ? C'est assez intéressant. Sur le côté NoCode, elle est au-delà de toutes nos attentes. C'est que du coup, on l'a démarré avec les gens de chez Contournement à l'époque, en 2019. Aujourd'hui, on a dépassé les 10 000 membres. Donc, c'est la plus grosse communauté mondiale autour du no-code. Donc ça, c'est assez incroyable. C'est que la France est leader en termes de communauté sur le no-code. Il se passe énormément de choses. Les éditeurs et les éditrices d'outils no-code aiment beaucoup la France parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs et d'utilisatrices. Donc voilà, il y a des chaînes Twitch, il y a un podcast qui est sorti, il y a des événements, il y a énormément de choses qui se passent autour de ça. Et justement, c'est intéressant avec tout l'univers, un peu le futur du no-code. Il y a beaucoup d'outils qui se développent pour faire des sites et des choses comme ça. Et on a eu une discussion avec un ami il n'y a pas longtemps autour justement de l'IA et ces choses-là. Il y a beaucoup de gens qui utilisent l'IA pour venir générer du code, pour créer des outils. C'est ça. Alors qu'en fait, le no-code est fait pour ça. Enfin, le no-code est techniquement fait pour faire des sites ou des applications sans avoir à générer de code. Et donc, c'est assez drôle parfois de voir des gens qui ne sont pas forcément techniques demander à ChatGPT ou à OpenAI de générer du code, alors que le no-code est fait pour... C'est finalement un nouveau canal de distribution. Oui, mais après, si on n'est pas technique, demander des bouts de code pour créer des choses, même si généré, autant aller directement sur un outil no-code. Par exemple, pour faire un site aujourd'hui, il y a plein d'outils qui sont hyper utiles, ou pour faire des applications, il y a plein d'outils qui sont top pour le faire directement, sans forcément générer du code derrière. D'accord, donc vous pensez que ça reste plus performant d'aller chercher des briques no-code plutôt que d'essayer de se les créer soi-même dans un chat GPT ou demain un LightOn ? Je dirais tout dépend de si on est technique ou pas, ou si on comprend le code qui va être généré. Si on ne le comprend pas, ou si on le comprend qu'à moitié, je vois pas forcément l'intérêt, et surtout ça va être plus long que d'aller sur un petit no-code, de cliquer sur, de faire ça. Et la communauté no-code n'utilise pas justement ces IA génératives pour créer de nouvelles briques ? Alors ça, c'est une bonne question parce que ça dépend, je pense. Il y a peut-être des éditeurs qui l'utilisent. Je sais qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui implémentent, notamment je pense que c'est beaucoup OpenAI, au sein de leur outil, pour créer un peu des copilotes et des choses comme ça, donc pour vraiment aider. Je sais que chez WeWeb, ils ont organisé ça pour faire un copilote, chez Glide aussi pour du chat. Donc ils utilisent quand même ces IA au service de l'utilisateur et de l'utilisatrice. Après, dans les gens de tous les jours, il y en a qui doivent sûrement l'utiliser pour sortir un peu des formules, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le no-code permet quand même de pas forcément avoir à passer
via ces IA génératives pour produire des sites web ou des applications. Yann, vous connaissez cette communauté du no-code en France ? Oui, et je pense qu'en réalité, le no-code, c'est du code en quelque sorte, dans la mesure où on assemble des abstractions. Ouais. Et les modèles de langage, aujourd'hui, ont été entraînés sur des corpus qui sont issus de Stack Overflow ou autres. Donc, ils ne connaissent que le code à l'ancienne, entre guillemets. Mais dans quelques années, il n'y aura aucune difficulté pour demander à un modèle type LLM de sortir une infrastructure complète avec du no-code. Certainement. Oui. Oui, tout à Laurent, fait. ouais. Je pense qu'effectivement, c'est pas en opposition le no-code et cette IA générative. C'est une autre façon de voir la génération de code, que ce soit des bouts de code ou des projets entiers ou le produit Et final sans voir le bout de Marie-Christine, code. alors on n'arrête pas de nous dire il faut apprendre le code à l'école, hein. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas apprendre le no-code ? Alors, il y a des écoles de no-code qui se créent et Ouais. qui ont d'ailleurs pas mal de succès. Après, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'à un moment donné, ça sert à quelque chose d'apprendre le no-code si la machine, demain, saura faire du no-code à notre place. Stanislas. Non, c'est une très bonne question. Je pense que dans tous les cas, le no-code, c'est jamais magique. C'est-à-dire qu'il faut quand même se former à ces outils, parce que les outils peuvent être assez complexes et commencent énormément à se complexifier. Moi, je donne des cours souvent dans des écoles, donc d'ailleurs cet après-midi, hier, j'en ai fait. Et on voit qu'en fait, même pour les étudiants qui ne sont pas forcément techniques, arriver à apprendre les outils, ça demande de se former, de comprendre l'outil. Donc même si c'est généré automatiquement, je pense que c'est plus simple et ça sera même plus à l'aise dans une envie d'avoir un métier ou de construire des choses, de comprendre ce qu'on fait. Et je pense qu'il y aura quand même ce besoin toujours de comprendre comment ça fonctionne pour générer ça. Et c'est vrai que pour le no-code et le parallèle avec le code, c'est vrai que maintenant on parle aussi beaucoup de programmation visuelle et plus forcément de no-code, parce que voilà, c'est vraiment du visuel, donc on vient attraper des composants, les déplacer pour construire des sites ou des Ah, applications. peut-être que demain vous renommerez la no-code ville alors. Stanislas, vous restez avec nous. D'ailleurs, tout le monde reste. On va commenter cette autre actualité à suivre dans notre chronique Où va le web ?